De quoi parle-t-on? De petites histoires. C'est la traduction littérale de Small Stories. Ou de bribes d'histoires. Ou d'interventions verbales en limite de récit dans les interactions de la vie ordinaire, que ce soit dans les contextes d'interaction face à face ou dans ceux créés aujourd'hui par les médias sociaux. La définition qu'on donne le plus souvent est la suivante. Le terme small stories est utilisé comme un terme parapluie couvrant tout un ensemble d'activités narratives sous-représentées, comme les récits d'événements en cours, d'événements futurs et hypothétiques, d'événements partagés, connus, mais aussi les allusions à des récits, les reports de récits, le fait de les remettre à plus tard, en anglais deferrals of tellings, et les refus de raconter. On doit à Alexandra Georgakopoulou, sociolinguiste et spécialiste d'analyse du discours, professeur au King's College de Londres, et à Michael Bomberg, professeur de psychologie à l'université Clark aux États-Unis, l'invention de la Small Stories Research, un paradigme pour analyser les récits et les identités de la vie quotidienne. Dans la bibliographie qui vous a été communiquée, je vous signale les deux articles de Michael Bomberg et Alexandra Georgakopoulou, publiés dans le numéro spécial de Narrative Inquiry intitulé Narrative States of the Art en 2006. J'ai traduit en français celui de Michael Bomberg. Je m'appuierai surtout dans cette conférence sur l'ouvrage d'Alexandra Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities, daté de 2007. Que je peux vous faire passer si vous le souhaitez. Et pour une présentation synthétique en français, je vous signale aussi l'entrée co-signée par Alexandra Georgakopoulou et moi-même dans le glossaire du réseau des narratologues francophones. Prenons dès maintenant un exemple. Extrait d'une conversation entre adolescentes dans une petite ville du sud de la Grèce. C'est le principal corpus sur lequel s'appuie Alexandra Georgakopoulou dans son ouvrage. Fotini. Guys, what are we going to do tomorrow? Contain yourself and be silenced. What are we going to do? Vivi. First of all, you will have a cold bath to relax. A cold bath. You will have a hot coffee. Further down. Fine. Then you will sit down and relax. You will do a facial. Further down. Okay. And then? Alors, je traduis en français en supprimant les marques prosodiques et paraverbales. Les filles, bon, en fait, c'est les gars, hein, guys, mais l'assemblée est constituée de filles. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Silence, taisez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, d'abord, tu vas prendre un bain frais pour me détendre. Un bain frais, et tu vas prendre un café chaud un peu plus loin. Bon, après, tu vas t'asseoir et te descendre et te détendre et tu vas faire un masque. Alors après, dans la suite du passage, les filles imitent l'accent anglais en prononçant le mot peeling, puis l'accent français dans « tu passeras chez Rebecca pour te faire un massage ». On a ici ce qu'Alexandra Georgakopoulou appelle un récit d'événements futurs ou une projection, projection. Elles sont très fréquentes dans les conversations. Et pourtant, elles ont été marginalisées dans l'analyse narrative traditionnelle du fait de leur caractère non prototypique. Et d'abord parce que c'est un récit qui n'utilise pas les temps du passé. Je reviendrai sur les genres de small stories un peu plus loin. Alexandra Georgakopoulou, dans la citation donnée plus haut, que je redonne ici, parle d'activités narratives sous-représentées. Elles sont sous-représentées ou elles ne sont même pas considérées comme des récits, dans l'analyse narrative, en anglais narrative analysis, ou analyse des récits vernaculaires, hérités des travaux de William Leyboff. Et plus généralement, dans les nombreux travaux de sciences humaines et sociales portant sur des récits de vie sollicités dans le cadre d'entretiens de recherche. Georgakopoulou
considère notamment que les récits analysés par Leboeuf et ses successeurs ne sont pas représentatifs de la norme, mais représentent plutôt l'exception dans les interactions de la vie ordinaire. Je rappelle que chez Leboeuf, il s'agit de récits sollicités en réponse à une question touchant au danger de mort. La question de William Leboeuf est: est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous risquiez vraiment de vous faire tuer, où vous vous êtes dit, ça y est? Le but de la Small Stories Research est de réorienter l'attention des chercheurs et des chercheuses vers les micro-récits que l'on trouve effectivement, spontanément, dans les interactions de la vie ordinaire et particulièrement aujourd'hui sur les plateformes de réseaux sociaux. Les Small Stories se distinguent des récits biographiques par leur contenu, peu développé, en apparence anodin, relevant de l'expérience quotidienne. D'abord, tu vas prendre un bain frais. Elles s'en distinguent aussi par leur structure. Elles ne remplissent pas toujours les critères textuels identifiés pour le récit, par exemple l'utilisation des temps du passé pour l'ordonnancement temporel des événements. Elles peuvent porter non sur des événements passés, mais sur des événements en cours ou des événements situés dans un futur proche. Elles contiennent généralement une action ou une complication minimale, une complication au sens de Leboeuf, on dit aussi nœud, par opposition à dénouement. Enfin, elles sont co-construites par les participants et participantes et font le lien entre leurs interactions antérieures et futures. L'impulsion initiale du paradigme était de rendre compte conceptuellement et analytiquement de toute une gamme d'activités narratives qui n'avaient pas été suffisamment étudiées et dont l'importance pour le travail identitaire des participants n'avait pas non plus été reconnue. Elles impliquent principalement des histoires caractérisées par la fragmentation et l'ouverture, excédant les limites d'un seul événement de parole et résistant à une catégorisation nette en termes de début, milieu et fin. Elles sont invariablement co-construites, sous-entendu par les participants et participantes, ce qui rend problématique la notion d'une propriété de l'histoire détenue par le raconteur. Georgakopoulou insiste sur la diversité et la non-systématicité des récits dans les contextes conversationnels ordinaires. Elle prône également l'inclusion de critères émiques, c'est-à-dire basés sur les représentations des participants et participantes dans la définition du récit, en complément des critères éthiques, TI sans H, E accent aigu, TIQES, établis de l'extérieur par la communauté des observateurs scientifiques. Les conceptions émiques du récit peuvent être attestées dans les discours réflexifs des participants et participantes sur leurs activités, leurs commentaires métapragmatiques et leur orientation vers une activité en tant que récit. Par exemple, Tonya, I'm telling you, on Sunday, he walked all the way, eyes looking down, all the way. Fotini, you're spoiling it now. Autre exemple. Donc, tu as des nouvelles fraîches, des images récentes, des cartes postales toutes nouvelles. Comment ça se passe là-bas? Que pensent les gens? Raconte-nous, quoi. Alors, dans le premier exemple, le verbe to tell, en association avec to spoil. Dans celui que vous avez à l'écran, le verbe raconter, qui est la traduction littérale en français de l'espagnol contar, sont des termes émiques qui désignent les événements de parole présents ou à venir comme appartenant à la catégorie récit pour les participantes et participants. On peut également tirer argument des digressions dans d'autres exemples qui sont fréquemment accueillis par des expressions comme « let's go back to our story ». Revenons à notre histoire. Small stories, petites histoires, petits récits, micro-récits. Pourquoi je ne traduis pas? Alors, il y a à cela deux raisons.
La première est qu'aucune traduction ne paraît véritablement adéquate. Je vais développer. Et seconde raison, je ne traduis pas non plus pour ne pas banaliser, pour obliger au contraire à penser small stories au sens d'Alexandra Georgakopoulou et Michael Bamberg, et plus largement au sens de la small stories research. Les candidats à la traduction de small stories présentent tous des inconvénients. On peut être tenté de traduire littéralement small stories par petites histoires. Mais cette traduction a l'inconvénient, en particulier pour les narratologues, les analystes des récits littéraires, ou plus généralement artistiques, de confondre l'histoire, qui peut se définir en termes de contenu cognitif, et le récit lui-même, qui contient cette histoire, et qui peut être éventuellement supporté par un autre médium que le médium verbal. On pourrait aussi traduire small stories par petits récits. Dans la Small Stories Research, il faut noter que story et narrative n'ont pas toujours de valeur terminologique particulière et sont très souvent employés comme des synonymes. Mais la traduction par petit récit en français a l'inconvénient de susciter la référence au grand récit de Jean-François Lyotard, le grand récit marxiste de la révolution prolétarienne, celui des luttes d'émancipation coloniale, etc., même si on ne voit pas très bien ce que seraient les petits récits par opposition à ces grands récits politiques ou idéologiques. Micro-récit et son corollaire macro-récit seraient sans doute les expressions les moins connotées, donc les plus faciles à utiliser, mais elles ont l'inconvénient d'être neutres axiologiquement, micro et macro, alors qu'il y a à l'évidence dans la Small Stories Research une valorisation des small stories par opposition aux big stories. Valorisation, volonté de réhabilitation scientifique. La seconde raison pour conserver small stories est que l'expression oblige à penser small stories au sens d'Alexandra Georgakopoulou et de Michael Bamberg. Les small stories, d'ailleurs, ne se sont pas toujours appelées small stories, elles avaient d'abord été appelées narratives in the making, récits en train de se faire, ou narratives in interaction, récits en interaction. Cependant, ces termes restaient trop descriptifs et en particulier, ils ne permettaient pas de faire apparaître et de dénoncer le biais de l'analyse narrative traditionnelle en faveur plutôt des récits longs, relativement ininterrompus, dotés d'un contenu biographique que Bamberg et Georgakopoulou appellent donc des big stories. Le terme small stories a donc été choisi en fin de compte pour rendre cette déclaration polémique plus percutante. Si les big stories avaient fait l'objet d'analyses détaillées, le moment était venu d'examiner les récits négligés qui, d'une certaine manière, se trouvaient être aussi de petits récits, littéralement parlant. Par small stories, il faut donc entendre dans ce contexte à la fois des récits courts, c'est le sens littéral de small, et des récits dont l'étude comporte une dimension critique. Small stories par opposition à big stories. Georgakopoulou insiste sur le fait que le terme small stories ne doit pas être interprété littéralement, mais plutôt comme une métaphore pour des activités de communication négligées, marginalisées, issues des minutiae de la vie ordinaire. Beaucoup des small stories contenues dans les conversations face à face sont effectivement petites, peu étendues, mais selon Georgakopoulou, la longueur n'est pas l'élément déterminant dans la description de small. Cette petitesse résume plutôt le caractère fugace des récits dans les moments d'interaction, le fait qu'ils sont enchâssés dans des contextes locaux, leur aptitude à condenser et à évoquer d'une façon clairement référentielle des interactions et des récits antérieurs, ainsi que l'attention que doit prêter l'analyste à l'émergence d'intrigues dans le microcosme de l'expérience quotidienne. La problématique des small stories se distingue ainsi fondamentalement de celle du récit minimal. Un article de Brian Schiff que je vous ai indiqué dans la bibliographie l'expose très clairement. Des questions comme celle des éléments constitutifs du récit
quels sont les éléments constitutifs du récit, ou la question de l'empan textuel minimal pour qu'il y ait récit, ne sont pas des questions qui se posent dans la Small Stories Research. Le fait que les Small Stories soient des récits en interaction, s'inscrivant dans le contexte plus général de la parole en interaction, est en revanche déterminant. Exploration des small stories, les genres de small stories. L'ouvrage majeur de la Small Stories Research est Small Stories, Interaction and Identities d'Alexandra Georgakopoulou. Il s'appuie sur un corpus de conversations et d'emails échangés par un groupe d'adolescents et d'adolescentes dans une petite ville du sud de la Grèce. Après un premier chapitre présentant le cadre conceptuel de l'analyse, le deuxième identifie différents types qui seront appelés ultérieurement genres de small stories. Les histoires à raconter ou qu'on va raconter, en anglais, stories to be told. Les nouvelles ou nouvelles du jour ou dernières nouvelles, les breaking news. Les projections, projections. Enfin, les histoires partagées, shared stories. Prenons à nouveau des exemples. Un exemple d'histoire à raconter, je donne directement la traduction. Mercredi 27 septembre 2000 à 16h15, il s'agit en effet d'un email de Yanis à Clio. Objet, j'ai passé un savon à Charlie et à sa femme. Je te raconterai ça ce soir, c'est trop drôle. Un exemple de nouvelle du jour, dernière nouvelle. Un email à nouveau de Nick à Costas. Objet, Thanassis m'a appelé et qu'est-ce qu'il a dit? Eleni et lui vont se marier en mars. Il a dit qu'il lui avait fait sa demande il y a 2 jours, au moment du dîner. Puis ils ont appelé ses parents. Alors en anglais, c'est ses parents à elle, hein, her folks, normal. Et maintenant, ils le disent à leurs amis. Bonne nouvelle, hein, n'est-ce pas? J'ai déjà donné tout à l'heure un exemple de projection, la small story du bain frais. En voici un autre que j'ai trouvé dans une nouvelle de Mario Benedetti, dont je reparlerai, Le Petit Hôtel de la rue Blomet, extraite des Histoires de Paris. On peut en effet trouver dans les interactions des personnages, chez certains auteurs attachés au réalisme des dialogues, des équivalents pour les small stories identifiés par Georgakopoulou. On achète des baguettes, du gruyère et du Beaujolais. Oui, bien sûr, comme toujours. Comme ça, on n'aura pas besoin de sortir pour dîner. Autant mieux, la rue est dégoûtante. Les nouvelles et les projections sont les genres de small stories les plus fréquents dans les conversations. Et pourtant, comme je le disais en commençant, elles ont été marginalisées dans l'analyse narrative du fait de leur caractère non prototypique. Voici à présent un exemple d'histoire partagée, c'est-à-dire une histoire qui a déjà été racontée ou qui rapporte des événements déjà connus des participantes ici. Tonia, l'époque de la gym, tu te souviens? La fois où on est descendu. Et à la minute où on le voit, on remonte. Et on commence à le regarder comme 2 idiotes. Et on est resté jusqu'à 5h30 à faire des abdos et à rigoler. Ne me dis pas qu'il s'en est pas aperçu. Et toujours dans la nouvelle de Benedetti, Le Petit Hôtel de la rue Blomet. Avant, tu ne mangeais pas avec autant d'appétit. Avant, ici ou avant en Uruguay? Ni ici ni là-bas, tu mangeais toujours du bout des lèvres. Ah ben tu vois, plus maintenant. L'expression qui donne son titre à la nouvelle de Benedetti peut également être considérée comme un exemple de ce que Georgakopoulou appelle des références ou de brèves références à des histoires partagées. Ben voilà, on est là, dans le petit hôtel de la rue Blomet. L'analyse du corpus met en relief, l'analyse du corpus chez Alexandra Georgakopoulou, met en relief 2 caractéristiques principales de ces différents genres de small stories.
Les événements qu'elle raconte ont une sorte d'immédiateté, qu'il s'agisse d'événements situés dans un futur proche avec les projections, d'événements très récents ou d'événements en cours de réalisation dans les nouvelles et dans les histoires à raconter. Et deuxième caractéristique, elles sont co-construites par les participants et participantes et font le lien entre leurs interactions antérieures et futures. Les small stories et la construction de l'identité. Les travaux de Bamberg et de Georgakopoulou ont contribué à montrer que l'analyse d'un ensemble d'interactions en tant que small stories pouvait révéler des aspects de la construction de l'identité qui autrement seraient passés inaperçus. En tant que psychologue, Michael Bamberg proclame l'utilité analytique des incohérences, contradictions et ambiguïtés qui naissent dans les interactions de la vie quotidienne. Il présente ainsi l'opposition entre la big stories et la small stories research. D'un côté, l'action de sélectionner des épisodes dans le but de réfléchir rétrospectivement sur certains aspects de la vie vécue. Ce genre de pratique est basé sur des traditions socioculturelles et des pratiques institutionnalisées, alors par exemple la confession religieuse, la séance de psychanalyse, l'entretien médical, entre autres. Et le sujet qui est créé à travers ces pratiques socioculturelles est un sujet réflexif, un sujet qui est capable de revenir en arrière, de choisir dans l'ensemble des épisodes ceux qui sont racontables, enfin d'organiser ces épisodes selon une thématique générale qui leur donne une cohérence plus ou moins grande. Il n'y a rien d'étonnant à ce que cette approche des récits privilégie une conception de la personne comme un tout et une forme simple. Les erreurs et les incohérences, qui sont toujours possibles dans les récits de vie, sont considérées comme un signe de désorganisation. Ça, c'était pour la Big Stories Research. De l'autre côté, la Small Stories Research. Au lieu de considérer que les récits sont intrinsèquement orientés vers la cohérence et l'authenticité, et que les incohérences et les erreurs constituent une nuisance analytique, nous faisons de ces dernières l'élément le plus intéressant de notre enquête. Elles permettent d'examiner comment les narrateurs font advenir et gèrent leurs sentiments d'eux-mêmes, les narrateurs et les narratrices font advenir et gèrent leurs sentiments d'eux-mêmes dans des contextes qui nécessitent un compte-rendu interactif. Considérés de cette façon, ces phénomènes n'apparaissent plus comme des contradictions ou des incohérences, mais plutôt comme des ouvertures permettant à l'analyste d'observer la façon dont ces interventions multiples et ces micro-effets rhétoriques sont utilisés pour élaborer des revendications d'identité complexes, communicables, multidimensionnelles. Il est clair que les aspects de la personne qui sont ici privilégiés sont ceux qui orientent vers un fondement inorganisé, fragmentaire et fugace du moi, plutôt que vers la personne appréhendée comme un tout et une forme simple. Dans une perspective plus socio-linguistique, Alexandra Georgakopoulou analyse les différents rôles impliqués dans la narration des small stories. Tout d'abord, les rôles que les participants et participantes adoptent au cours du déroulement de l'histoire. Sollicitation de l'histoire, contribution à sa progression, évaluation éventuellement, rôle associé au type d'action accomplie par une contribution relativement à une autre qui précède, ratification, ou au contraire délégitimation. On peut aussi citer l'exemple du personnage de Bernardo dans Géographie de Mario Benedetti. Alors, sauf que la délégitimation de Bernardo est organisée dans et par le récit englobant du narrateur Roberto. Enfin, rôle associé au choix linguistique et aux procédés utilisés. Dans les exemples cités par Georgakopoulou, la dénommée Vivi est celle qui montre l'usage le plus créatif du langage.
Georgakopoulou pose l'existence d'identités situationnelles qui reflètent des identités sociales plus larges, liées par exemple à l'âge, à la maturité, aux premières expériences sexuelles dans le corpus qu'elle analyse, dans ces communautés d'adolescents et adolescentes relativement homogènes socialement qu'elle étudie dans son ouvrage. Dans sa conclusion, elle se montre très proche des positions de Michael Bamberg. À la lumière de ce qui précède, une bonne part de la validité de l'analyse des small stories pour la recherche sur l'identité réside dans la façon dont cette approche nous fait voir, alors littéralement ce serait nous ouvre, en anglais opens us up, et nous incite à examiner les incohérences, les contradictions, les moments de trouble, de rupture et de tension, et la navigation permanente des raconteurs entre différentes versions de soi dans des contextes locaux. Il convient de signaler ici que la Small Stories Research a suscité des réactions parfois vives, voire assez violentes, de la part de chercheurs, peut-être chercheuses et chercheurs, mais à ma connaissance chercheurs, travaillant aussi sur le récit et l'identité, notamment Mark Freeman. Celui-ci défend la richesse expérientielle et la valeur réflexive des big stories, fondées sur la distance temporelle entre les événements racontés et le récit qui les raconte. Freeman présente l'opposition entre la big stories research et la small stories research comme une opposition entre une approche macro-analytique portant sur le contenu du récit, littéralement le quoi, the what, et une approche micro-analytique portant sur ses modalités de présentation, le comment, the how. Selon Bamberg et Georgakopoulou, Mark Freeman, comme d'autres chercheurs et peut-être chercheuses, a tendance à occulter les aspects épistémologiques de la discussion. Pour eux, la Small Stories Research ne représente pas seulement une approche micro-analytique du récit. Les Small Stories servent de prisme à travers lequel réévaluer les priorités de la recherche dans le domaine du récit, aussi bien que la position du chercheur ou de la chercheuse en position d'enquête, en situation d'enquête. La proposition que fait Mark Freeman, selon laquelle la big et la small stories researches devraient être considérées comme complémentaires, est peut-être intéressante sur le principe, mais elle se heurte au fait que la big stories research véhicule souvent des représentations de soi et de l'identité qui ne sont pas compatibles avec la vision relationnelle, contextuelle et co-constructionnelle des identités, qui est au contraire indissociable de la small stories research. Voilà, donc c'est une dispute qui continue. Les small stories à travers les contextes, les disciplines, les expériences d'intervention sociale. Dans une deuxième étape de ces recherches, Georgakopoulou a travaillé sur l'association entre les small stories et les médias sociaux, dont la présence est devenue envahissante dans notre vie quotidienne du fait de la convergence croissante des médias. Qu'est-ce que c'est que la convergence croissante des médias? C'est la possibilité d'utiliser un seul appareil pour exécuter des opérations qui, il y a encore peu de temps, constituaient des activités différentes, nécessitant des appareillages différents. Je cite Alexandra Georgakopoulou. J'ai repéré un ensemble de caractéristiques que les analystes traditionnels du récit considéreraient comme atypiques ou non canoniques, bien qu'il apparaisse de façon saillante sur différentes plateformes sociales, de Facebook à YouTube et Twitter, et dans les pratiques qui leur sont associées, des profils aux parodies vidéo et aux retweets. Ces caractéristiques impliquent la fragmentation et l'ouverture des récits qui excèdent les limites d'un seul message ou post et d'un seul site, et résistent à une catégorisation nette en termes de début, milieu et fin. Elles impliquent aussi la plurisémioticité et la création multiple des posts qui peuvent ainsi être partagés sur différentes plateformes médiatiques.
En outre, on constate une tendance à rapporter des événements banals, ordinaires et parfois triviaux, issus de la vie quotidienne de celui ou celle qui poste, plutôt que de grandes complications ou perturbations. Ces caractéristiques m'ont incité à considérer le rôle de la Small Stories Research comme un paradigme qui a préfiguré la situation actuelle, dans laquelle les affordances des médias sociaux ont rendu les small stories beaucoup plus visibles et accessibles dans les espaces de communication publique à travers la circulation de l'information. Les travaux sociolinguistiques de plus en plus nombreux sur les récits dans les médias sociaux, réalisés par d'autres chercheurs et chercheuses, confirment la validité de cette conception de la Small Stories Research et en retour l'utilité du modèle pour décrire et analyser les activités narratives dans les médias numériques. Georgakopoulos s'est intéressé en particulier à la migration et à la remédiation, au sens de l'anglais remediation, c'est-à-dire au complément apporté par un médium à un autre médium. Migration et remédiation des nouvelles, les breaking news, comme celle du mariage de Thanassis et Hélénie, dans des contextes conversationnels différents, de la conversation face à face à la conversation en ligne, sous forme de messages textuels sur des blogs ou des plateformes sociales comme Twitter, sous forme de mise à jour de profil, avec des textes ou des photos, sur Facebook ou sur Instagram, ou encore sous forme de publication de vidéos sur YouTube. La prolifération des nouvelles sur les plateformes de réseaux sociaux s'explique par le poids des algorithmes qui sélectionnent les publications en fonction de leur récence, de leur caractère récent. La récence est l'un des 3 facteurs de pondération utilisés par le premier algorithme de Facebook, EdgeRank par exemple, les autres étant l'identité du posteur ou de la posteuse et le type de contenu publié. Georgakopoulos parle d'une injonction à partager la vie dans l'instant, sharing life in the moment. En même temps, les réseaux sociaux limitent la tentation que pourraient avoir les utilisateurs et utilisatrices d'aller vers un mode autobiographique plus complet. Pensez à la contrainte des 140 caractères maximum par message dans les débuts de Twitter, par exemple. Plus récemment encore, Georgakopoulos s'est intéressé à la directive d'authenticité, notamment dans les Instagram Stories. Parmi les éléments constitutifs de cette authenticité, le fait de concevoir les histoires comme les véhicules d'un partage imparfait, imperfect sharing, associé à une esthétique d'amateur, par exemple dans les photos postées. Je signale aussi que les 2 ouvrages collectifs en français et en anglais que je vous ai apportés et que vous pouvez faire circuler également, les 2 ouvrages collectifs consacrés à la Small Stories Research à travers les disciplines contiennent 2 articles sur le hashtag MeToo sur Twitter. Donc, voici le premier en français de Johanna Thornborough et Pierre Chartier, le partage du récit de l'expérience partagée sur Twitter de MeToo au mouvement hashtag MeToo. Et le deuxième, c'est celui-ci de Frédéric Eklund, Telling the Small, Fragmented and Incomplete about Experiences with Sexual Violations, Narrative Stance-Taking, etc. La Small Stories Research a été importée dans différents champs disciplinaires. Psychologie, sociologie, sciences de l'éducation, études des organisations, etc. Outre les 2 exemples que je me propose de développer plus loin, je citerai par exemple l'article de Philippe Freiburger sur les small stories dans l'histoire orale et les études de mémoire. Cet article porte sur les expériences sensorielles extrêmes, notamment l'expérience du froid, rapportée par des rescapés, hommes et femmes, de camps de travail et de camps d'extermination nazis. Enfin, la Small Stories Research a été utilisée dans différentes expériences d'intervention sociale. Accompagnement psychologique de personnes sans domicile fixe,
enquête narrative auprès de personnes atteintes de maladies neurodégénératives, enseignement, apprentissage de langues étrangères, etc. En particulier, les small stories peuvent aider à développer des services d'aide et d'accompagnement souple pour des populations qui ont un accès difficile aux structures traditionnelles, par exemple les personnes sans domicile fixe. Les méthodes d'analyse utilisant les small stories sont également mieux adaptées sans doute que les entretiens biographiques dans le cas de personnes à qui il est difficile de se livrer à une reconstruction cohérente de leur passé en raison de maladies qui affectent leur capacité cognitive, par exemple la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Dans le grand article de synthèse qui ouvre le volume des éditions Hermann que vous avez entre les mains et que j'ai déjà cité, la Small Stories Research, une analyse narrative pour le XXIe siècle, essai de cartographie, Georgakopoulou consacre toute une partie à ces différentes formes d'application, extension, transfert du modèle, à l'égard desquelles elle manifeste non seulement de l'intérêt, mais une véritable joie scientifique. De façon générale, la Small Stories Research a été conçue non comme un modèle de, mais comme un modèle pour l'analyse narrative. Alors, cette distinction entre modèle de et modèle pour, elle vient de l'anthropologue linguiste américain Alessandro Duranti. Duranti considère les modèles pour comme des cadres d'investigation moins contraignants, plus ouverts, non étroitement soumis à leurs initiateurs ou initiatrices et à leurs hypothèses d'origine. Dans cet esprit, une bonne part du plaisir occasionné par la Small Stories Research est venue des applications, extensions et plus généralement transferts imaginatifs et largement inattendus du modèle dans différents champs disciplinaires. Cette notation à propos du plaisir ou des plaisirs, parce qu'en anglais c'est delights, est reprise dans l'introduction de Small Stories Research, Tales, Tellings and Tellers Across Contexts, paru cet été, enfin l'été dernier. Deux exemples plus développés. Le premier est emprunté à un autre ouvrage publié sous ma direction 2 ans après le premier, j'ai oublié de vous l'apporter, mais j'aurais pu. Récit de la charge mentale des femmes, Small Stories 2. La contribution de Caroline Aubert-Lemont, médecin réanimatrice à l'hôpital européen Georges Pompidou, secrétaire adjointe du groupe FEMIR, est intitulée « Quand les soignantes s'approprient l'outil Small Stories pour partager leur charge mentale ». Je vais la résumer ici en insistant sur l'aspect Small Stories plutôt que sur l'aspect charge mentale, bien que ce dernier soit évidemment très important. L'hôpital, souligne d'abord Caroline Aubert-Lemont, peut être considéré comme le lieu par excellence des petites histoires racontées en face à face. Les soignantes, et le féminin ici est de rigueur, puisque 90% des soignants sont des femmes. Les soignantes se croisent tout au long de la journée ou de la nuit et se racontent des histoires qui sont nécessairement de petites histoires. Histoires personnelles, constituées de bribes et de moments de vie, qu'il s'agisse d'événements plus ou moins marquants ou de petits faits empruntés à la sphère familiale, par exemple. Histoires professionnelles aussi. Les soignantes racontent les histoires des personnes prises en charge dans le service. Elles rapportent les entretiens avec les familles, les faits marquants de la prise en soin, des détails qui peuvent être déterminants pour le traitement. Le tout est sous-tendu par une contrainte de temps qui rend nécessaire le format court et l'emploi des genres de small stories répertoriés par Alexandra Georgakopoulou. Caroline Aubert-Lemont rappelle également que la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a eu sur le quotidien des infirmières et des aides-soignantes des conséquences majeures sur les plans tant professionnels que personnels. Les contraintes liées au nombre exceptionnel de patients et patientes à hospitaliser, la nécessité de faire de la place dans les services de soins critiques à tous ceux qui le requéraient, les situations d'urgence extrême, mais aussi les contraintes matérielles, les risques de pénurie,
ont entraîné une pression inédite sur les soignantes, avec impossibilité dans les premiers mois de prendre le repos qui aurait été nécessaire. C'est dans ce contexte que Caroline Aubert-Lemont situe l'histoire de la housse. Le titre lui est dû. L'histoire de la housse. C'est une infirmière qui parle. Et le récit a lieu dans un couloir de son service, du service dont elle est médecin réanimatrice. Non mais franchement, Caro, avoue qu'on a vécu des choses terribles. Et en plus, on est censé avancer et on rentre chez nous et on s'occupe de notre vie et on gère. On nous demande de gérer. Et comment on fait? Notre vie, c'est un brouillard de trucs. Genre, tu as 10 000 trucs à faire, mais tu fais quoi? Tu comates sur le canapé avant d'y retourner parce que tu sais qu'il va falloir trouver la force et puis tu n'as pas le temps d'oublier. Interruption par le passage d'une soignante et une question sur les soins. Ben oui, il ne faut pas croire. Mais on ne l'oublie pas à la housse. Et les gens, ils ne savent pas. Mettre les patients dedans, fermés, et hop. La famille, elle n'est pas là. Et on n'en sait pas plus. Je sais tout ce qui m'attend, mais mon patient, j'en sais plus rien. Il ne faut pas nous dire, oui, on sait, c'est dur, parce que non, justement, ils ne savent pas. Je te jure qu'on en rêve encore aujourd'hui. Des cauchemars, je les vois les gens la nuit. Je te jure que ça m'arrive. Interruption par une alarme d'urgence vitale. Un corps, quoi. Et t'as personne à rattacher à ce corps mort. Et toi, ben, t'es un corps aussi. Mais tu te sens même plus. Tu survis. Mais il ne faut pas raconter. Parce que franchement, qui va pouvoir entendre ça? À peu près personne de normal. Et puis les gens, ils pensent que c'est juste notre job, mais là, j'ai envie de dire non quand même. C'est quand même une situation bien spéciale, bien horrible. Et derrière, c'est comme si de rien n'était, on est reparti. Rire. En résumé, la vie, mais avec tous ses poids en plus. Bref, ça va toi sinon? Bon, faut que j'y retourne. Le lecteur ou la lectrice est d'abord frappé par les non-dits de cette narration, ces ellipses qui créent des obscurités. On nous demande de gérer, qui est on. Qu'est-ce qu'il y a à gérer? Il va falloir trouver la force de quoi, etc. Le point de tension de cette histoire est la housse, mot qui n'est prononcé qu'une fois. Le récit s'articule autour de cet événement, mettre les patients dedans, fermés et hop. Qui est traité ici comme un non-événement, tant la place qui lui est accordée est minime. Et pourtant, c'est l'élément central de la narration, et le fait qu'il soit traité ainsi n'a rien d'anodin. Parler de la housse, c'est parler de la façon dont les soignantes ont été obligées de traiter les corps des patients et patientes décédés de la Covid-19 à l'hôpital. L'analyse de Caroline Aubert-Lemont prend ensuite appui sur un certain nombre de questions. Tout d'abord, qui peut raconter? Qui a le droit de raconter cette histoire? Réponse, celle qui a vécu l'événement. Autrement dit, celle qui a fait le geste de refermer la housse sur les corps morts. Quant à Caroline Aubert-Lemont, en tant que médecin, elle ne peut pas. Elle ne se sent pas autorisée à dire son ressenti face à la housse, ou en tout cas pas de la même façon, car elle ne met pas les corps dedans. Ce n'est pas elle à qui revient cette charge, même si elle est impliquée dans cette histoire. Caro, sinon ça va, toi? Autre question, qui peut recevoir cette histoire? Autrement dit, qui est le bon auditeur ou la bonne auditrice? C'est aussi une question importante. N'importe qui ne peut pas écouter cette histoire, car n'importe qui ne peut pas comprendre ni accéder à la souffrance liée à la responsabilité mise en exergue. Mais il ne faut pas raconter, parce que franchement, qui va pouvoir entendre ça? À peu près personne de normal. Il y a une certaine honte à raconter cette histoire. En effet, mettre un corps mort dans une housse n'est pas une façon décente de traiter la personne décédée. La housse empêche les rites de passage habituels vers la mort et remet en question le rôle de bonne soignante de l'infirmière, qui, en principe, se poursuit au-delà du décès du patient ou de la patiente.
Dans ce qui est raconté ici, on entend que les rapports sociaux sont coupés de toutes parts. Entre la soignante et le patient. Je sais tout ce qui m'attend, mais mon patient, j'en sais plus rien. Entre la soignante et la famille. La famille, ben, elle n'est pas là. Et on n'en sait pas plus. Entre la famille et le patient, la famille, ben, elle n'est pas là. Entre la soignante et son entourage, à qui elle ne peut pas parler. Mais il ne faut pas raconter, parce que franchement, qui va pouvoir entendre ça? À peu près personne de normal. Enfin, là, entre la soignante et elle-même, et toi, ben, tu es un corps aussi, mais tu ne te sens même plus. Ce qui est présenté ici est un petit récit, mais c'est aussi un récit du petit, puisque le sujet de la housse est resté un non-sujet à l'hôpital, une chose dont on n'a que peu parlé, et que les soignantes ont été incitées à appréhender comme faisant partie de leurs responsabilités. Même si l'événement de la housse paraît justement le contraire de petit, c'est comme tel qu'il est imposé aux soignantes. Le récit relate un événement partagé et connu, qu'il raconte sans raconter ou sans tout raconter. Il ne fournit pas de détails et l'interprétation est laissée ouverte. C'est un récit fragmenté, en interaction avec une auditrice silencieuse qui co-construit le récit en ce sens qu'elle, elle connaît déjà l'histoire. Il présente les caractéristiques des small stories, telles que décrites par Alexandra Georgakopoulou. Pour Caroline Aubert-Lemont, la small story peut être considérée comme un passage obligé en tant que pratique narrative, avant que la narratrice soit peut-être un jour capable de composer un récit moins petit. Vis-à-vis des patients et patientes, la soignante occupe généralement la fonction d'auditrice. Elle est réceptrice de toutes sortes d'histoires, même les plus indicibles. En revanche, elle se trouve dans cet exemple dans le rôle de la narratrice. Que nous dit-elle? Alors ici, je cite Caroline Aubert-Lemont, restituant le discours sous-jacent de la soignante. D'habitude, je me construis en tant que soignante en acceptant d'être une auditrice. Ici, je me transforme en narratrice empêchée. J'ai une histoire à raconter, celle de ma charge professionnelle qui me dépasse, qui me submerge, mais je ne peux pas le faire, car n'importe qui n'aura pas la capacité d'écouter une histoire aussi lourde à porter. Le format small story sert à amorcer le récit, à s'y engager. On est enclin à penser qu'elle n'est pas le contraire d'un récit plus long, mais peut-être plutôt le prélude à ce récit. Voilà, ça c'était mon premier exemple. Le deuxième exemple que je voudrais un peu développer est celui de la thèse de doctorat de Frédéric-Marie Leméoté, au jury de laquelle j'ai participé et qui a été publiée en 2022 sous le titre « Révéler aux tout-petits, une théologie à l'écoute des plus pauvres ». Elle reprend un article déjà publié dans le premier ouvrage collectif sur les small stories, sous le titre « Écouter la parole des plus pauvres, contribution des small stories à l'analyse théologique de partage biblique entre des chrétiens du quart-monde ». Elle s'inscrit dans le mouvement transférentiel qui transporte la Small Stories Research vers des disciplines inattendues, ici la théologie. La présentation de la Small Stories Research intervient au chapitre 2 de l'ouvrage de Leméoté. Au cœur des textes, Small Stories et métaphores, des outils pour approfondir l'écoute. Elle est précédée d'un exorde lui-même narratif, intitulé « Petit récit de l'abandon des grands récits ». Une des raisons avancée par l'auteur pour l'abandon des grands récits est l'écrémage. L'écrémage dénoncé par le père Joseph Brzezinski, fondateur d'ATD Quart-Monde. Qu'est-ce que c'est que l'écrémage? C'est le tri social entre les pauvres intéressants, susceptibles de se livrer à des récits de vie élaborés, et les autres, dépourvus de cette capacité. Dans l'ensemble, l'originalité de la démarche de Frédéric-Marie Leméoté réside dans la rencontre entre deux méthodologies. Alors ici, je reprends un passage de mon rapport de thèse
que Frédéric-Marie Leméauté a repris sans me citer dans son livre. La première méthodologie, elle est héritée des universités populaires quart-monde et elle se retrouve dans les groupes de partage biblique de la fraternité de la pierre d'angle, qui mêle la nécessité de l'écoute et l'élaboration d'un projet pour et avec les personnes du quart-monde. La seconde, c'est bien sûr celle de la Small Stories Research, à laquelle je dois dire j'ai introduit Frédéric-Marie Leméauté. On voit bien les points communs entre les deux méthodologies. La Small Stories Research se fonde sur l'écoute ou l'attention fine portée aux paroles des individus dans leur environnement, ce qui se manifeste concrètement par des enregistrements, des transcriptions ou des opérations de traçage sur les réseaux sociaux. Elle s'intéresse aux récits en tant qu'ils sont le fait non pas d'individus désincarnés, mais d'individus situés socialement, appartenant à des groupes sociaux, disposant de certaines ressources économiques, sociales, intellectuelles, culturelles. Alors, l'originalité de Frédéric-Marie Leméauté, c'est d'y ajouter la ressource culturelle de la foi. C'est à ma connaissance totalement inédit, mais ça n'est pas contradictoire avec l'idée même de ressources. Enfin, la Small Stories Research s'intéresse aux récits en interaction, avec une attention particulière portée au rôle des participants et participantes, qu'il s'agisse de rôles préalablement construits ou de rôles qui se construisent dans et par l'interaction. Alors bien sûr, il y a aussi une différence entre les deux méthodologies et elle tient au sens du mot « écoute ». Écoute, le sens du mot « écoute » n'est pas tout à fait le même dans les deux cas, entre l'écoute enregistrement, transcription de la Small Stories Research et ce qu'on peut appeler l'écoute sensible dans les fraternités du quart-monde. Frédéric-Marie Leméauté reprend aussi à la Small Stories Research l'idée que les récits de vie privilégiés par l'analyse narrative traditionnelle sont des récits artificiels ou en tout cas non standards, qui se produisent dans un certain type de contexte et en réponse à un certain type de sollicitation, tandis que les small stories constituent les vrais récits de la vie vécue. Il écrit à la page 149 de son livre qu'on ne trouve pas dans le corpus de la pierre d'angle de récits de vie développés et qu'il est intéressant de s'interroger sur cette absence relative. Deux explications sont proposées. La première tient au mode d'expression de la souffrance qui se trouve canalisé, c'est le mot qu'emploie Leméauté, lors des échanges en groupe. Ce ne sont pas des groupes de parole au sens thérapeutique du terme, ce sont des groupes d'échange autour d'une conscience de la foi. Une seconde raison, et là je le cite, est liée au rapport au temps, souvent fracturé. La misère semble effacer la capacité à se situer et à situer ses souvenirs dans une chronologie. Comment alors raconter une souffrance, c'est-à-dire justement l'inscrire dans une succession temporelle? Alors la personne peut la considérer comme close, entièrement passée, voire effacée. Le cas typique est celui de Marcel Lehir, qui a mis le récit de sa vie dans un livre, Ce débarraquement, publié aux éditions Quart-Monde en 2005. Il peut raconter les épreuves qu'il a vécues d'une manière détachée, en tirer une sagesse d'action et la transmettre. Le récit devient négantropique, c'est un facteur d'organisation par opposition à la désorganisation ou à l'entropie. Il est une thérapie et assure une fonction cathartique. En un sens, Marcel était mûr pour un grand récit de soi. Mais de ce point de vue, Marcel est un contre-exemple, car souvent la souffrance reste présente, elle continue de dissiper les énergies des militants. Alors ces militants dans un sens bien précis, un sens contextuel de la fraternité de la pierre d'angle par opposition aux alliés qui viennent parler avec eux. C'est ce que signifie le M majuscule accolé au prénom des personnes mentionnées. En contraste, Michel fait le constat. Je ne sais même pas quand c'est Noël. Je suis obligée d'allumer la radio pour le savoir. Comme je ne sais pas lire, je dois marquer tous les jours, sinon je ne sais pas où on en est. Je suis perdue. Je vis dans le présent. Je ne sais même pas lire l'heure. Tellement il a souffert, mon cerveau, il est noyé.
il est en train de nager. Michel exprime ainsi le déphasage provoqué par la vie à la rue et la perte de repères temporels, même le plus évident comme Noël. Ailleurs, dans d'autres passages de son ouvrage, Frédéric-Marie Leméoté oppose les small stories à ce qu'il appelle la possibilité d'un récit, ou l'unité temporelle et structurelle d'un récit, sous-entendu d'un grand récit. Alors, Leméoté s'intéresse spécifiquement dans son ouvrage à ce que disent les personnes du quart-monde à propos de questions théologiques, comme le sensus fidei, le sens de la foi, chez les croyants et les croyantes. D'autres travaux, dans d'autres domaines, montrent de façon plus générale l'apparition et la co-construction de small stories comme autant de moments d'agentivité et de résistance pour ceux et celles qui les racontent. Alors, ces exemples, comme vous avez vu, tant celui de Caroline Aubert-Lemont que ceux de Frédéric-Marie Leméoté ne sont pas littéraires, parce qu'en fait, ils sont issus d'une conférence organisée l'année dernière par l'Institut La Personne en médecine de l'Université Paris-Cité sur les small stories et le soin. Pour une utilisation de la méthodologie des small stories dans le champ littéraire, je renvoie à l'article que John Peer vous a envoyé, Dialogue, Small Stories et identité d'exilés dans les histoires de Paris de Mario Benedetti. Cet article contient en particulier une section initiale consacrée aux problèmes posés par l'utilisation du paradigme des small stories dans l'étude des récits littéraires. Ça ne va pas de soi et ça demande quelques adaptations. Comme cet article vous a été envoyé, je ne vais pas m'y attarder, vous l'avez peut-être lu. Et je passe à la question qui est en fait la question centrale de votre séminaire, qui est celle de l'acceptabilité, que je présenterai comme corollaire de questions qui se posent centralement dans la Small Stories Research. On a déjà rencontré brièvement la question de l'acceptabilité dans l'histoire de la housse, rapportée et analysée par Caroline Aubert-Lemont. Il s'agissait plus exactement de l'acceptabilité au regard d'auditeurs ou d'auditrices non avertis, étrangers au contexte de l'expérience racontée, qui est aussi le contexte de la narration elle-même, celui de l'hôpital dans un service de soins intensifs. Mais il ne faut pas raconter ça, parce que franchement, qui va pouvoir entendre ça? À peu près personne de normal. Je disais, il y a une certaine honte à raconter cette histoire, parce que mettre un corps mort dans une housse n'est pas une façon décente de traiter une personne décédée, dans la perspective de celle qui raconte. Voir aussi le discours sous-jacent de la soignante, restitué par Caroline Aubert-Lemont, qui pose des questions d'acceptabilité. D'habitude, je me construis en tant que soignante en acceptant d'être une auditrice. Ici, je me transforme en narratrice empêchée. J'ai une histoire à raconter, mais je ne peux pas le faire, car n'importe qui n'aura pas la capacité d'écouter une histoire aussi lourde à porter. Dans les travaux fondateurs de la Small Stories Research, la question de l'acceptabilité ne se pose pas de façon centrale, à la différence de la question de la racontabilité, en anglais tellability par exemple, à laquelle plusieurs sections ou plusieurs paragraphes dans des sections sont consacrés dans Small Stories, Interactions and Identities. On trouve une occurrence qui est peut-être la seule occurrence, même si je n'ai pas le livre en fichier, donc c'est difficile d'être sûr de ce que je rapporte, mais en tout cas, il y en a très peu. J'ai trouvé une occurrence qui est peut-être la seule du terme acceptability au début de la section Types of Small Stories. Georgakopoulou explique que les exemples qui vont suivre sont issus d'échanges conversationnels au sein du groupe d'adolescentes considérées et d'échanges d'emails entre adolescents des deux sexes. En même temps, il y a aussi des attentes claires à propos du genre d'histoires qui doivent être racontées ou non dans cet environnement particulier. Ici, elle parle spécifiquement des emails. On doit éviter les histoires longues et leur apparition peu fréquente est conçue de façon à justifier leur apparition. La répétition est dans le texte, apparition, apparition, et à chercher leur acceptabilité. Voilà le mot.
Par exemple, les raconteurs s'excusent d'avoir à raconter une histoire longue. Ils thématisent le fait que ce récit va peut-être être ennuyeux pour leur allocutaire. Ils insistent sur l'intérêt informatif, en anglais c'est newsworthiness, des événements pour justifier leur récit, etc. Il y a ainsi une orientation visible vers des questions de pertinence et de racontabilité telles qu'elles se présentent dans le contexte immédiat et à la lumière de l'exigence de brièveté. Un autre passage où l'acceptabilité est impliquée, même si le terme n'est pas utilisé, est consacré aux histoires à raconter, les stories to be told, c'est-à-dire des histoires annoncées, voire amorcées, mais dont le plein accomplissement est renvoyé à plus tard, à un moment plus opportun, ou à un contexte spatio-temporel plus opportun. On peut parler d'une seconde exigence, donc, qui s'ajoute à l'exigence de brièveté, l'exigence d'opportunité. Mercredi 27 septembre 2000 à 16h15, de Yanis à Clio, objet « J'ai passé un savon à Charlie et à sa femme ». Je te raconterai ça ce soir, c'est trop drôle. Non vraiment? Est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il fait déjà partie du passé? C'est comme ça que j'ai traduit « Will he come back at all or is he history ?» Yanis, PS, télépathie, toi et moi, on passe des savons aux gens en même temps. Alors, Georgakopoulou fait remarquer que dans les données issues des échanges conversationnels, cette façon de différer la narration de l'histoire fait souvent l'objet de contestations. Are you going to tell me one by one? Est-ce que tu vas me le raconter au compte-gouttes? Here's the good one, tell me now. Hein, elle est bonne celle-là, raconte-moi. L'acceptabilité peut encore être envisagée sous deux aspects. Premièrement, comme une sorte de corollaire de la racontabilité. Deuxièmement, dans son rapport à la notion de rôle des raconteurs et des raconteuses, de droit, de co-raconter, et aux questions d'autorisation ou d'habilitation, je traduis ainsi l'anglais entitlement. À propos de la racontabilité, Georgakopoulou plaide pour l'élargissement de la notion au-delà de sa définition traditionnelle sur la base de critères esthétiques et comme résidant ou dans un certain caractère des événements racontés, il y a ceux qui sont racontables et ceux qui ne le sont pas, ou dans certaines caractéristiques de leur narration. En effet, une bonne narration, une bonne façon de raconter l'histoire peut rendre racontable une histoire qui, a priori, n'était pas tant que ça. Selon elle, cette définition cadre mal avec le caractère co-construit des small stories, où il n'y a pas un seul raconteur ou une seule raconteuse susceptible ou non de mettre en valeur l'histoire racontée. D'autre part, les small stories sont le plus souvent utilisées dans un but argumentatif, avec pour conséquence que la dimension esthétique perd de son importance au profit de l'efficacité, de la pertinence, je traduirai ainsi appropriacy, et de la conséquentialité. Consequentiality, c'est le terme que Alexandra Georgakopoulou propose pour désigner les liens indissociables entre les small stories et leur contexte d'apparition. C'est ça qu'elle appelle consequentiality. Enfin, les small stories ne portent pas toujours sur des événements passés, on l'a vu, mais éventuellement et même souvent dans les conversations sur des événements futurs ou hypothétiques. Ce sont les projections. Et elles seraient considérées comme ayant une basse ou une faible racontabilité selon la définition traditionnelle, alors qu'elles peuvent en avoir une très grande pour les participants et participantes à l'interaction. La redéfinition proposée par Georgakopoulou ne conduit pas à l'élimination de la notion de racontabilité. Georgakopoulou note que les participants et participantes elles-mêmes se réfèrent fréquemment à la question de savoir ce qui constitue une bonne histoire, une histoire racontable. Elle conduit plutôt à élargir le champ de la racontabilité. C'est le plus souvent lorsqu'il s'agit de proposer des histoires partagées, shared stories, ou des références à des histoires partagées que les participants et participantes contestent la racontabilité des histoires en les qualifiant de non pertinentes ou de non reliées au sujet principal de la conversation. On trouve plusieurs fois dans l'ouvrage
la précision métalinguistique suivante, la racontabilité ou la racontabilité de l'histoire, au sens de sa pertinence iketnunk. Au sens de sa pertinence iketnunk, c'est ainsi que je traduis current local relevance. Georgakopoulou montre également que chacune des participantes du groupe d'adolescentes considérées a une position différente à l'égard des questions d'entitlement, qui régulent qui a le droit de raconter ou de faire allusion à tel ou tel événement déjà raconté ou de commenter tel ou tel événement en cours de narration. La dénommée Vivi, par exemple, se positionne elle-même et est acceptée par les autres comme celle qui est le plus souvent en charge de la composante évaluative. Autrement dit, c'est elle qui construit le point d'intérêt du récit. À l'inverse, les tours de parole de la dénommée Fotini la positionne plutôt comme une participante subordonnée, au sens où ces tours de parole sont surtout constitués de questions, de demandes de conseils, de suggestions. Ils la rendent dépendante des contributions et des décisions des autres, et en particulier de Vivi. Voilà, j'arrive à la fin de cette conférence et je vous prie de m'excuser si ma contribution au programme du séminaire de cette année sur l'acceptabilité des récits a quelque chose de décevant. En effet, ce n'est pas une question centrale dans la Small Stories Research que j'ai essayé de vous présenter dans un certain détail, mais plutôt une question implicite ou corollaire de certaines questions cruciales comme celle de la racontabilité. Voilà, je vous remercie de votre attention.